Alors, j'avais décidé, quand on a commencé à travailler ces 2 journées avec Michel, Anaïs, Simonetta Fratelli et Nancy Ayreson, on était en plein confinement. Et je ne sais pas si ça a eu un impact sur mon idée de présenter Modigliani et le paysage, mais peut-être, j'avais peut-être envie d'ailleurs. Peut-être envie d'ailleurs, mais j'avais peut-être pas bien mesuré la complexité du sujet. Bien sûr, je savais qu'il y avait peu de paysages et c'est un petit peu un contre-pied que de travailler sur Modigliani et le paysage. Néanmoins, j'ai pris plaisir à le faire. Alors j'espère que vous aussi, vous prendrez plaisir à m'écouter. D'abord, on se heurte tout de suite à une problématique, c'est que, eh bien, enfin, les témoignages qu'on a de Modigliani sont plutôt négatifs quant à la nature et quant à l'idée du paysage. Lorsqu'il est, par exemple, lorsqu'il retourne à Livourne, son frère lui loue un atelier à proximité de la mer. Et en fait, il dit j'ai besoin de la ville pour pouvoir vraiment travailler, j'ai besoin de la grande ville. Donc déjà, la nature, les aspects, enfin, il a besoin du pouls de la ville, visiblement, de l'humain en tout cas. Et par ailleurs, on a une autre affirmation par Survage. Modigliani lui aurait dit, quand il est dans le sud de la France, donc il n'y a rien à exprimer dans les paysages. Néanmoins, on va quand même regarder des œuvres et essayer de capter l'intérêt de Modigliani pour le paysage, ou en tout cas ce qu'il a transformé au travers des paysages. Alors d'abord, je vais m'intéresser à ces portraits qui sont dans des intérieurs, mais qui peuvent évoquer l'extérieur. Alors vous avez on commence chronologiquement avec Paul Alexandre devant un vitrage. Donc ce très beau vitrage qui semble nous donner accès à rien du tout. On a juste des reflets. Et grâce à la recherche qu'Anaïs a menée, eh bien, elle a pu voir que sur la cartographie de fluorescence X du mercure, il y avait donc derrière le vitrage l'esquisse d'une sorte de bâtiment, probablement en briques, puisque c'est sur la cartographie du mercure, donc ce serait du vermillon. Mais Modigliani nous a dissimulé cette architecture, certainement parce que, on l'a remarqué, les fonds de ses œuvres, il essaye de les faire de nous faire parcourir, on l'a vu bien sûr avec Pablo, il essaye de nous faire parcourir l'ensemble du tableau, mais de ne pas trop nous fixer en dehors de la figure. Donc cet élément d'architecture devait être trop anecdotique et il l'a fait disparaître. On voit des fenêtres aussi dans l'étude pour le portrait de Diego Rivera. Alors, elle est esquissée, on peut imaginer qu'ici ce sont des ferrures. Ici, derrière Rosa Poprina, on voit peut-être des fleurs ici, également une autre, là, un volet de fenêtre. Évidemment, Moïse Kissling. Tout à l'heure, Véronique a mentionné Matisse. Effectivement, quand on voit ces ferrures, on pense immédiatement à lui. Mais concrètement, ça ne donne accès à rien. On a du ciel, enfin du bleu en tout cas, de la lumière, du blanc, mais on ne traverse pas cette fenêtre. On est quand même concentré au sein de la pièce, concentré autour du personnage. Après, il y a vraiment d'autres œuvres qui, elles, semblent être à l'extérieur. Alors d'abord, celle-ci, nue debout sur un fond de jardin. Là, on n'est pas du tout dans une nature réaliste, disons, on est plutôt dans une nature décorative, on pourrait dire, et on peut la rapprocher bien sûr de ses visites qu'il a fait au musée indochinois du Trocadéro. Paul Alexandre le raconte grâce au témoignage que relève Noël Alexandre dans Modigliani inconnu. Et on peut rapprocher une espèce de décor exubérant, luxuriant, pardon, de ces espèces de décors autour des apsaras et des figures khmères. Et puis on a Femme au ruban de velours.
donc de 1915, qui est dans notre corpus. Et ce qui est particulièrement intéressant avec le travail qu'a mené Anaïs Gentil, Vincent, c'est qu'elle a montré que ce paysage était vraiment autour de la figure. Et ça, on le voit en particulier avec cette cartographie du chrome. Vous voyez que tout est noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paysage en dessous. Donc le paysage est vraiment réalisé autour de la figure. Et puis pour préciser un petit peu les différentes couleurs, il y a des ocres, des terres pour les bruns, et il y a deux types de verre qu'elle a relevés, donc du verre au chrome et du verre émeraude, qui est aussi parfois appelé verre véronèse. Mais voilà, restons sur la mention verre émeraude. Et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir le comparer à l'œuvre de Viking Egeling. Avant de passer à Viking Egeling, je voulais juste me concentrer sur la manière dont il a inséré finalement la tête de Béatrice Hastings au sein du paysage. On a vraiment une façon de caler la figure entre cette courbe ici de l'arbre et cette autre-là. Donc, et y compris quand on regarde les lignes, alors comment les qualifier? De terrain peut-être, du paysage ici, eh bien, elles convergent toutes vers cette figure de Béatrice Hastings. Alors évidemment, quand j'ai pensé cette communication, c'était beaucoup par rapport à Viking Egeling, au fait qu'il y a donc qu'on a découvert ce paysage en dessous de Viking Egeling, ce qui remet en question en fait notre façon de considérer le genre du paysage par Modigliani, puisque traditionnellement, enfin jusqu'à maintenant en tout cas, on disait que Modigliani s'était essayé au paysage quand il était bien sûr dans sa formation et qu'ensuite il n'avait repris le paysage que lorsqu'il était dans le sud de la France, donc entre avril 1918 et mai 1919. Or là, on a la preuve que Modigliani s'est essayé au paysage pour lui-même à une autre période, et donc juste avant, en tout cas autour de 1916. Si on compare l'œuvre de Femme au ruban de velours et celle de Viking Egeling, on voit quelques différences dans les traitements, et en particulier ce que Anaïs Gentil m'a souligné, c'est qu'on n'a pas de verre émeraude, par exemple, dans l'œuvre de Egeling. Sinon, je reviens juste, je sais qu'elle vous en a déjà parlé hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là, juste vous rappeler que donc, ces trois cartographies nous permettent de redessiner un paysage. Celle du fer, notamment, est très précieuse, puisqu'on voit ces touches allongées d'une nature exubérante, l'arbre qui se dessine ici sur le côté, et puis surtout ces toits de maison qui semblent très bien dessinés. Alors, ce n'est pas un dessin de Modigliani, n'est-ce pas? C'était juste une manière de vous faire mieux comprendre ce paysage. Notez bien que voilà, il est très lacunaire ce paysage. Je peux pas vraiment vous décrire complètement la chose. On avait essayé avec Anaïs de trouver un moyen pour l'exposition, pour l'accrochage aux lames, de représenter les couleurs, et on s'est aperçu que c'était extrêmement complexe parce que finalement comme elle l'a souligné, les recherches, ça n'est pas complètement magique. C'est-à-dire que vous avez des cartographies qui mentionnent des éléments et non pas des pigments. Et un même élément peut bien sûr recouvrir plusieurs types de couleurs. Donc on est un peu frustré peut-être parce qu'on ne peut pas complètement colorer ce paysage. Il reste en fait dans notre imagination. Mais en tout cas, l'information intéressante à retenir, c'est que Modigliani s'est essayé à un autre moment au paysage.
Donc, lorsque dans le sud de la France, il va dire à Zborowski, je m'attelle au paysage, ils seront un peu novices, il sait quand même déjà essayer à la question. Toujours pour continuer sur les figures au sein de paysages, il y a ce très beau portrait d'Anka Zborowska, et on retrouve cette même composition où la figure est dans une sorte de V d'arbre, en tout cas de tronc d'arbre, qui permet de la caler et de vraiment diriger notre regard vers Anka. Vraiment, il y a cette courbe du tronc qui se prolonge avec le col d'Anka. Et pour, d'une certaine façon, équilibrer cette courbe, on a cet autre arbre de l'autre côté. Également, ça c'est dans le sud de la France, il réalise ce portrait, La belle droguiste. Et ce que je voudrais souligner, et que Thierry Dufresne d'ailleurs a mentionné dans son ouvrage, c'est que lorsqu'il place un personnage, un portrait dans un paysage, eh bien on est quand même, on a la vague impression d'être tout de même enfermé à l'intérieur. Parce que là, vous ne voyez pas de ciel, en tout cas moi je n'en vois pas, et on a l'impression vraiment qu'on est enfermé dans cet espace à la manière des œuvres qui sont, des portraits qui sont en intérieur. Alors par contre, il utilise très habilement les arbres qui permettent de créer une sorte de profondeur néanmoins dans ce portrait. Un autre portrait aussi réalisé dans le sud de la France et qui est celui d'une jeune fille, la fille d'Ida Eva Adler et de Anton et qui à l'époque est donc avec Anton Dich. Donc on sait que Modigliani séjourne en 1918 quelque temps à Saint-Pancras sur les hauteurs de Nice chez Anton Dich, et donc c'est à ce moment-là qu'il réalise ce portrait. Alors je ne sais pas si on peut se dire que dans ce coin-là, on a une échappée vers le ciel. En tout cas, là, ce qu'on peut remarquer, c'est que les couleurs sont, les formes sont peu naturelles. Alors après, ma photographie n'est peut-être pas très bonne, mais en tout cas, les formes sont plutôt géométrisées, on peut dire. Et là encore, on a ce tronc d'arbre qui permet de caler, comme si la jeune fille calait sa tête sur ce tronc. Et ça permet aussi de contrebalancer la chaise qui, on a l'impression qu'elle est en train de tomber de l'autre côté. Alors, j'en viens effectivement à ce qu'on connaissait avant cette étude, à savoir qu'on pensait que Modigliani n'avait réalisé finalement des paysages pour elle-même qu'à partir de son séjour à Nice. Donc, c'est cette fameuse phrase « Je m'attelle à faire du paysage, les premières toiles seront un peu novices ». Alors, le voilà donc à Nice et à Cagnes, dans le sud de la France. C'est sûr qu'on se trouve à la même latitude que Livourne, donc sa terre natale. Donc, c'est probable qu'il a retrouvé les lumières et l'ambiance chromatique qu'il a connue à Livourne. Ça va peut-être l'inciter effectivement à travailler le paysage. Ou est-ce que Zborowski l'aurait incité aussi à réaliser des paysages, parce que c'est souvent, il faut bien l'avouer, quelque chose qui est plus évident à vendre que des portraits. Est-ce que c'est aussi le fait que dans le sud de la France, il a peut-être moins de modèles à sa disposition? En tout cas, le voilà qui se lance dans le paysage. C'est d'abord une terre aussi qui appelle le paysage par la tradition d'une certaine façon. Alors, c'est pas à côté, mais à Aix, on a Cézanne, le domaine des Colettes n'est pas loin, Renoir, et puis aussi bien sûr Matisse. Alors, au début, il est donc à Cagnes-sur-Mer, et Simonetta Fratelli le soulignait dans l'ouvrage de la Tate. Les 4 paysages semblent avoir été réalisés sur les hauts de Cagnes. Donc là, je vous ai mis quelques cartes postales
en tout cas anciennes, j'ai pas su les dater malheureusement, qui peuvent un peu représenter ce qu'il a pu, lui, voir dans ce paysage. Alors, juste pour revenir, quels sont les exemples de paysages qu'il a pu avoir dans sa formation? Eh bien, il y a d'abord Giovanni Fattori, qui est donc livournais, et qui travaille à une sorte d'impressionnisme italien, on va dire. Donc, il se qualifie avec d'autres de macchiaioli. Alors, pardon si je parle mal. Macchia venant de tâche. Et donc, c'est l'idée de créer une manière de regarder la nature un peu différente. Donc ça, c'est un exemple qu'il a certainement en tête. Il a son ami Chaim Soutine, bien sûr, qui fait du paysage. Alors cette œuvre, elle est bien sûr postérieure au décès de Modigliani, mais Soutine, donc, il le connaît depuis Paris. Soutine a fait d'autres paysages. Mais je vous montre tout ça aussi pour vous montrer que finalement Modigliani, il n'a pas tellement suivi ces exemples-là, ni même celui de Utrillo, Utrillo qui est son ami, qu'il fréquente largement quand il est à Paris, et donc il a certainement vu en tout cas certaines de ces œuvres-là. Utrillo, lui, travaille plutôt dans la masse, on pourrait dire, je veux dire par là qu'il y a quelque chose de maçonné dans sa manière de travailler les empattements, qui ne semble pas être le cas dans les œuvres de Modigliani. Alors, une première œuvre donc de Modigliani à droite, ici, Arbre et maison, que je mets en parallèle de cette œuvre de Fujita parce que au début, quand ils arrivent à Cagnes-sur-Mer, ils sont tous les deux dans une maison louée par Zborowski. Et donc, j'ai voulu placer cette œuvre-là de Fujita qui date de 1918. Mais j'ai l'impression, d'après les différents ouvrages que j'ai pu lire, Simonetta, ce qu'elle a pu écrire, qu'on place plutôt les paysages en 1919. Après, voilà, il me semble qu'on n'a pas de témoignage très, très précis, mais je suis preneuse de toute contradiction, bien entendu. Celui-ci, donc Simonetta explique donc dans l'ouvrage de la Tate que ça, au fond, vous avez une petite ferme où a séjourné Soutine et Modigliani, donc sur les hauts de Cagnes. Je vous ai montré Fujita aussi, et puis, alors, est-ce que Modigliani a réalisé certains de ses paysages plutôt avec Fujita, et puis ensuite d'autres avec Survage? Parce que le témoignage de Survage fait mention de 2 paysages qu'ils auraient fait l'un avec l'autre, et que Modigliani aurait fait à ce moment-là 2 paysages. Alors, reste à savoir lesquels sur les 4, si ce n'est qu'il n'y en ait pas d'autres qui auraient été réalisés, bien entendu. Alors, vous avez ces 2 autres paysages, donc Paysage dans le Midi de janvier 19 et Cyprès et Maison qui est conservé à la Fondation Barnes. Alors, si on regarde les formats des œuvres, je vous ai dit, Anaïs vous a mentionné à plusieurs reprises, et puis elle n'a pas été la seule, que la plupart que Modigliani apprécie beaucoup le format marine. C'est un format dédié au paysage normalement, et pourtant, lorsque Modigliani décide de faire du paysage, il n'utilise pas forcément un format dédié au paysage. Il utilise par exemple pour maison et arbres un format figure. Et puis en revanche, les 3 autres, si tant est que les dimensions sont exactes, parce que évidemment, je me fie aux informations que j'ai trouvées dans les catalogues. Ce ne sont pas des œuvres qui font partie du corpus, donc on n'a pas pu prendre les dimensions exactes de ces œuvres. Donc, c'est sous réserve évidemment de leur véritable dimension. Mais disons que on a donc un format figure et 3 formats plutôt du côté du paysage. En tout cas, quoi qu'il aurait pu choisir un format horizontal, c'est à nouveau un format vertical
qu'il apprécie et qu'il utilise ici aussi dans le paysage. Alors, je vous ai parlé de Fujita parce qu'il me semble qu'on peut voir une certaine influence japonaise dans sa manière de traiter le paysage. Alors, j'avoue, je me suis fait un peu plaisir aussi en vous présentant des estampes japonaises. Et puis, un petit rappel, parce qu'on a cette très belle photographie de Modigliani dans l'atelier de Fujita. Alors, effectivement, convoquer les estampes japonaises, c'est pas forcément très original. À l'époque de Modigliani, c'est déjà évidemment une source visuelle très connue, mais n'empêche que voilà, Monet avait l'estampe averse soudaine sur le pont à Giverny, et Van Gogh en a fait une copie réinterprétée. Donc c'est une image visuelle très, très, très présente, en tout cas pour les artistes. Et cette route, au premier plan de paysage dans le Midi, j'avoue, m'a beaucoup fait penser à ce pont. Si on regarde paysage à Cagnes, donc on a cet arbre qui occulte, qui est vraiment en premier plan et occupe la verticalité de cette œuvre. Et donc, c'est pour ça que je l'ai rapproché de cette œuvre, de cette estampe d'Hiroshige. Et là, vous allez dire que je pousse le bouchon un peu loin. Vous aurez raison. J'avais envie, après Hiroshige, de vous montrer aussi Hokusai. J'ai bien conscience qu'il n'y a pas de parenté visuelle. Par contre, ce que je voulais souligner en vous montrant cette estampe, c'est ces deux arbres très présents donc dans Cyprès et Maison de la Barnes, qui sont comme deux personnages. Et c'est ce qui était aussi très fort ici avec cet arbre, ou bien encore avec Maison et Arbre. L'arbre, finalement, prend en quelque sorte la place du modèle et devient ce point focal. D'ailleurs, c'est Nancy Ireson qui disait dans le documentaire de Jacques L'Oeil que finalement, ce qui avait peut-être manqué, enfin, l'intérêt, Modigliani n'avait peut-être pas eu beaucoup d'intérêt pour le paysage parce que justement, il manquait dans le paysage ce point focal, cette espèce d'aller direct vers le regard du spectateur, et qu'il a essayé de pallier cette absence de modèle par ces arbres gigantesques. Alors évidemment, on pense bien sûr à Cézanne, parce que Cézanne, c'est un modèle pour Modigliani, pour ses portraits, mais peut-être aussi pour ses paysages. Je voudrais juste rappeler que grâce à Paul Alexandre, eh bien, on sait que Modigliani a visité les expositions de Cézanne, et notamment celle de 1910 chez Bernheim. D'ailleurs, l'anecdote veut que Paul Alexandre raconte que de mémoire, il avait redessiné le garçon au gilet rouge qu'il avait vu. Et d'ailleurs, tous les jours, pratiquement, ils allaient visiter l'exposition de chez Bernheim de Cézanne. Et donc, lors de cette exposition, il y avait par exemple ces deux paysages. Donc, c'est peut-être des référentiels de Modigliani par rapport à sa découverte du paysage, enfin sa redécouverte du paysage, puisque maintenant on sait qu'il en a fait un près de 1916. C'était certainement un modèle. Et puis, je voudrais terminer sur cette anecdote, puisque Roger Dutilleul raconte que quand Modigliani va se rendre chez lui, dans son appartement, pour faire son portrait, il y a bien sûr toutes les œuvres que Roger Dutilleul a déjà dans sa collection et qui concernent les cubistes, qui concernent Braque et Picasso, et notamment des paysages, la Roche-Guyon, Église des Carrières ou bien le Moulin à Huile. Il y a également Maison et Arbre de Braque. Donc un certain nombre de paysages. Et devant ces toiles, devant mes toiles de Picasso et de Braque, Modigliani aurait dit « J'ai 10 ans de retard sur eux ». Et j'ai eu beaucoup de mal à le réconforter. Donc ça, c'est le témoignage de Dutilleul qui semble un petit peu, qui semblerait montrer que Modigliani, à son retour donc du sud de la France, puisque ce portrait de Roger Dutilleul est réalisé en juin 1919, eh bien, voilà, se sentirait amoindri par rapport à Braque ou Picasso. Alors, je voudrais pas rester sur cette idée-là.
Et je voudrais vous proposer plutôt de voir dans les fonds des œuvres de Modigliani des paysages mentaux. Pourquoi je dis ça? Justement par rapport à cette œuvre de ce portrait de Roger Dutilleul, puisque d'une certaine façon, puisqu'on sait que Modigliani a regardé les œuvres que possédait Dutilleul, donc s'est arrêté devant ces paysages très cézanniens, du cubisme cézannien de Braque et Picasso, et bien dans le fond de cette œuvre, il y a quand même les couleurs de Braque et Picasso, ces verts, ces gris, ces beiges. Donc, comme si Modigliani, dans l'arrière-plan du portrait, eh bien, avait fait une sorte de paysage mental du collectionneur. Donc, finalement, le paysage, au sens genre, n'est peut-être pas la tasse de thé de Modigliani, mais je crois que dans tous les fonds des portraits, on peut y voir une sorte de paysage mental. Et j'aurais deux conclusions. Une qui veut dire je voudrais vous dire que voilà, cette étude, c'est un moment très important pour Modigliani, pour nous en tout cas. Ça nous amène plein d'informations, mais que la recherche est loin d'être finie. Et justement, je suis très heureuse que Nancy Ireson et Simonetta Fratelli poursuivent ce travail, et notamment par rapport au paysage, puisqu'il y a cette œuvre qui est à la Barnes, qui est un paysage qui va enfin pouvoir être étudié, et où donc on va avoir beaucoup plus d'éléments peut-être sur le paysage et sur la manière de créer les paysages par Modigliani. Et puis l'autre conclusion qui est très différente du paysage, c'est une question que je me suis posée, puisque finalement, lorsque un écrivain laisse au grenier un manuscrit inachevé, qu'il n'a pas publié, on se demande quel est notre droit à le montrer. On se demande quel est notre droit à la publier, effectivement. Or là, avec les analyses qui ont été menées au C2RMF, mais pas seulement, hein, celles de la Tate et puis d'autres, on voit finalement des œuvres que Modigliani nous a cachées. Or, celle qui est sous Egeling, clairement, il a dû considérer qu'elle n'était pas assez, en tout cas qu'elle ne le satisfaisait pas, et pourtant on est allé les exhumer. Donc je vous laisse sur cette question, c'est a-t-on le droit d'aller fouiller dans les brouillons de Modigliani? Je vous remercie.